Et coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie des dessins animés de mon enfance. Ça sera aussi la dernière vidéo sur ce sujet, mais ne vous inquiétez pas, je compte bien reparler des dessins animés dans de prochaines vidéos. Pour le moment, c'est parti pour mon classement des dessins animés de mes 15 à 20 ans. On y va! Ensemble on changera l'univers. On sera les super-héros. Si on voulait, on pourrait. Mais nous les Mickey's, ce qu'on veut c'est s'amuser. Et on commence cette partie avec Mickey-Do. Le monde où se déroule l'histoire est très proche du nôtre. Si ce n'est le fait que tous les personnages ont un pouvoir spécial. On suit l'aventure de jeunes collégiens pendant leur vie au collège. Les personnages sont tous différents et ont leur caractère et leur personnalité bien à eux. On commence avec Kiku, un des 3 héros principaux. Avec son apparence de petit diable, il est un cancre dans toutes les matières, même s'il a un très bon niveau en sport et en robifoot. Il aime Cathy, le hip-hop, le robifoot, mais déteste profondément les trucs de filles, la poésie et par-dessus tout, Judicaël. Il a le pouvoir d'être métamorphe, il peut donc se transformer en n'importe quel organisme vivant, même s'il maîtrise encore très mal ses pouvoirs. Cela lui a déjà posé problème lorsqu'il s'est malencontreusement métamorphosé en fille et s'est fait prénommé Cookie. Cela ne s'est pas arrangé quand Judicaël est tombé amoureux de cet alter ego féminin. Il aimerait devenir chevalier ou agent secret. Sa coiffure ressemble à celle de Hellboy. On continue avec Faustin. C'est le meilleur ami de Kiku et de Subrata. Comme eux, il déteste Judicaël. Son pouvoir est de maîtriser les organismes végétaux, surtout au printemps, ce qui lui vaut parfois les moqueries de ses camarades qui trouvent que c'est un pouvoir de fille. Il se sert d'ailleurs de ses pouvoirs pour faire pousser ses propres légumes à la cantine et il voudrait devenir ingénieur écologue. Doux et gentil, c'est un très bon élève, surtout en biologie. Il est amoureux de Cassandre et sa musique préférée est le funky des années 70. Subrata est d'origine indienne et elle est aussi la meilleure de la classe. Elle est bleue avec un indi entre les sourcils. Elle a 4 bras. Elle est sage, studieuse, polie, gentille et elle ne supporte pas de passer pour la chouchoute des profs. Elle déborde de compassion. Elle est télékinésiste et a un accès à la sagesse universelle, mais elle préfère ne pas l'utiliser car ce serait tricher. Ses pouvoirs sont néanmoins limités par le poids des objets. Son seul point faible, le sport, où ses multiples bras sont gênants. Par contre, elle est assez douée en robifoot et elle ressemble à la déesse hindoue Kali. Je ne vais pas parler de tous les personnages parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Mais si vous connaissez la série, dites-moi quel personnage vous préférez. Pour moi, c'était Faustin. Et j'aimais aussi beaucoup Richelle, parce qu'elle était garçon manqué, elle avait un style décalé, on va dire. Et elle était aussi fan de baston, et elle aime aussi beaucoup les animaux. Que tout redevienne comme avant et que soit puni Judicaël, ce chenapan. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je suis une fille! Mais qu'est-ce que t'allais me faire, la fillette? Gare à toi si je t'attrape! Ça va, Faustin? Tu n'as pas aimé mon cadeau? Si, c'est super génial. Ce sont les filles qui t'ont mis dans cet état-là? Faut pas t'en faire, tu sais, si tu es comme ça, c'est que tu es sensible et les garçons sensibles, c'est super craquant.
quand les cours sont finis, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, le temps presse. Je commence une vie nouvelle et je vole de mes propres ailes. J'ai 16 ans, 16 ans, et je vole de mes propres ailes. Continue avec Sistine, une série qui a été diffusée en 2010. Elle met en vedette 6 adolescents âgés de 16 ans, au caractère bien distinct. Le lieu où se déroulent toutes les intrigues est le centre commercial, où les 6 personnages principaux ont trouvé un emploi à temps partiel. Les situations les plus embarrassantes sont vécues et renouvelées à travers leur expérience de travail et les moments douloureux de leur vie amoureuse. Les prénoms des personnages changent par rapport à la version. Il y a une version belge et la version française. Donc je vous mettrai les 2 prénoms des personnages s'ils sont différents. On va commencer par mon personnage préféré, Nikki. La personnalité qu'elle dégage tout au long de la série est très forte. Elle est constamment une adolescente, rebelle et sarcastique. Elle travaille au Kaki Bazar, l'un des seuls magasins qui était prêt à l'embaucher. Même à son travail, elle est souvent paresseuse et maussade. Et elle est généralement considérée comme l'une des pires employées de l'établissement. Malgré cela, elle a montré une capacité à vendre des vêtements particuliers quand elle s'y mettait. L'attitude de Nikki est également quelque peu appréciée par ses collègues qui aiment qu'elle leur laisse toutes les commandes. Elle les appelle les clones et elle lui tape fréquemment sur les nerfs. En plus d'être sarcastique et narquoise, Nikki n'est pas vraiment romantique. Cela est en partie dû à des mauvaises expériences passées. Il a été mentionné que Nikki avait une fois eu un farceur qui avait collé son visage sur des cupidons nus placés dans l'école et qu'elle avait aussi eu une intoxication alimentaire à un bal de la Saint-Valentin après avoir mangé des crèmes au chocolat qui dataient de plus de 1 an que lui avait offert son rendez-vous. Mais malgré son attitude sarcastique et souvent distante, Nikki a montré qu'elle se souciait profondément de ses amis. On continue avec Jenny. Elle est présentée comme la plus responsable et la seule à avoir un emploi durable. Jenny ne travaille pas à moitié et l'éthique de son travail est l'une de ses caractéristiques déterminantes. Dans un épisode, le groupe essaie de convaincre Jenny de prendre un jour de congé pour aller à la fête foraine du centre commercial. Mais l'un des problèmes fréquents dans la relation de Jenny et son patron est qu'elle a le sentiment de se sentir sous-estimée malgré le fait qu'elle a établi et battu des records de vente. Malgré son travail acharné, Jenny a tendance à faire des bêtises. Elle souffre aussi parfois de jalousie et la majeure partie de l'intrigue de l'épisode avec sa sœur Courtney se concentre sur sa façon d'être toujours dans l'ombre de sa sœur, alors que celle-ci arrive à conquérir ses amis grâce à son charme. Elle est aussi jalouse de la façon que sa sœur a d'attirer les garçons. Bien qu'elle ait quelques traits négatifs, elle est présentée comme une personne de bon cœur, qui peut se soucier des autres, notamment de ses alliés et de certaines personnes du centre commercial. On continue avec Cathy. Au début, elle ne montre aucune éthique de travail et ne comprend pas grand-chose à la façon dont fonctionne la vie. Par exemple, lorsque Jenny suggère de nettoyer autour du citron pour prendre de l'avance sur le planning, elle suggère de payer quelqu'un pour le faire à sa place. De plus, lorsqu'une urgence survient plus tard dans l'épisode, elle ne travaille pas du tout, bavardant plutôt sur son téléphone pendant que Jenny s'occupe de tout. Malgré son côté un peu insouciant et bébête, elle se révèle rapidement être une bonne amie. Bien qu'elle ait continué à faire preuve de naïveté au fil de la série,
elle fera preuve de plus de maturité. Elle n'a quitté son travail qu'une seule fois, une fois qu'elle eut assez d'argent pour rembourser ses dettes, mais l'a repris après avoir réalisé qu'elle retombait dans ses vieilles habitudes de dépenser plus qu'elle n'en avait. Elle a même accepté un deuxième emploi afin de s'offrir une paire de jeans de marque. Parce que oui, les deux obsessions de Cathy, c'est le shopping et les garçons. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? On continue avec Enzo. En plus d'être incapable de garder un emploi, Enzo est aussi souvent décrit comme n'étant pas très doué avec les femmes. Bien qu'il parvient fréquemment à convaincre celles-ci d'accepter ses invitations à sortir avec lui, il est souvent célibataire en grande partie à cause de sa personnalité trop machiste. Bien qu'il paraisse souvent superficiel, Enzo se soucie profondément de ses amis. Il est également un farceur invétéré, ce qui le met souvent en mauvaise posture et dans des situations très délicates. Sa famille est composée que de garçons. Il vit avec son père et ses deux frères. Mais au milieu de la série, son père épouse la mère de Jenny, donc il devint son demi-frère. On continue avec Jules. Il est présenté comme un skateur décontracté, sans aucun sens des responsabilités. Il est considéré comme irresponsable, mais montre également qu'il a beaucoup de temps libre et une affinité pour compter les choses. Jules montre également qu'il est généralement honnête, car lorsqu'on lui demande une liste de ses pires qualités lors d'un entretien d'embauche, il en dit 17, car il lui est jamais venu à l'idée de mentir. En plus d'être naïf, Jules se révèle également très inexpérimenté en matière de romance. Son premier baiser s'est terminé par un vomissement sur sa petite amie. Malgré ça, il se concentre principalement sur ses centres d'intérêt, faire les idiots avec Enzo et faire du skateboard. Ce dernier est quelque chose qu'il fait fréquemment et on le voit souvent faire des figures en patinant dans le centre commercial. Jules est généralement distrait et voit le monde d'une manière différente. Il aime compter les choses. Il a même compté une fois tous les brins d'herbe sur sa pelouse et a compté le nombre de magasins dans le centre commercial. Malgré ça, il reste un très bon ami et un bon confident. On termine avec Johan. Il est présenté comme un jeune homme qui se croit un peu plus mature que ses amis. Sa principale raison de vouloir postuler au Green Me est que la clientèle y est, selon ses mots, civilisée. Bien qu'il n'ait pas obtenu de travail, il se révèle rapidement être un musicien en mentionnant qu'il peut jouer de la guitare dans le métro pour quelques pièces de monnaie. L'une de ses plus grandes passions est donc la musique. Il est généralement fan de soft rock et de rock alternatif. En plus de cela, il est un auteur-compositeur, chanteur et guitariste accompli. Bien qu'il soit musicien, il considère que sa musique est comme l'un des traits déterminants de son caractère. Il est également le garçon le plus responsable, tout comme Jenny est la fille responsable du groupe. Malgré ça, ça le conduit parfois à agir de manière tendue. Cependant, chaque fois que Johan commence à être plus tendu que d'habitude, ses amis lui font souvent remarquer et il prend vite des mesures pour corriger tout ça. Son côté responsable le mène à être plus proche des filles que de Enzo et Jules. Johan est souvent laissé de côté dans les plans des garçons et il est parfois décrit comme étant plus proche de Nikki que de ses amis masculins. Malgré ça, Johan est toujours très proche de ses amis et passe beaucoup de temps avec eux. Dites-moi quel est votre personnage préféré. En attendant, on continue avec 3 et moi. Ça c'est ma vie, je veux faire ce qui me plaît. Et c'est parfait. Ensemble on y arrivera. Crois en toi comme je crois en moi. On m'en fout la vie d'ado. Moi est une série diffusée sur France 4 en 2012. Elle raconte l'histoire de Béa, l'héroïne principale, fan de manga et de dessins animés japonais, désirant devenir dessinatrice de bande dessinée et obligée de faire équipe avec Liam, Sandra et Rafi dans le cadre du lycée. Malgré leurs caractères bien différents, les 4 adolescents évoluent dans une école alternative et tentent de s'entendre malgré leurs différences. J'adorais regarder ce dessin animé, mais j'avoue ne plus beaucoup avoir de souvenirs de cette série.
Je l'ai cherché pour revoir les épisodes, mais sans succès. Alors si quelqu'un sait où les trouver ou les voir en streaming, Perdu quelque part dans le temps, il y aura toujours une étoile. Valérian, à travers toutes les galaxies, toujours à la recherche des siens. Valérian. et on commence cette dernière partie avec Valérian et Laureline. C'est un anime de science-fiction franco-japonais diffusé en 2007. En l'année 2417, Valérian est un jeune pilote spatio-temporel très talentueux de Galaxity, la capitale de la Terre. Pour sa première mission, il est envoyé à bord du vaisseau Tempus Fugit en Normandie en 912. Au cours de cette expédition, il modifie malgré lui le passé en sauvant une jeune et belle jeune fille, Laureline, qui, du coup, enfreignant ainsi la loi numéro 3 des voyages dans le temps. Après avoir pris la fuite face à un cruel seigneur, ils retournent tous les deux en 2417 où ils découvrent que la Terre a disparu. Valérian et Laureline deviennent alors les deux seuls terriens restants dans l'univers, le moteur temporel du vaisseau étant tombé en panne et en manque d'argent pour le réparer, ils décident de mettre le cap sur Point Central, la capitale de la galaxie, pour chercher du travail et des informations sur la disparition de leur planète. Lors de leur mission, ils sont régulièrement confrontés aux Vlagos et à leurs représentants qui conspirent pour contrôler l'univers. Mais au cours de leurs aventures, ils se font aussi des alliés qui les aideront dans leur quête pour retrouver la Terre. J'aimais beaucoup cette série parce que dans chaque épisode, on découvre une planète et le peuple qui l'habite. Toutes les races sont différentes. Il n'y a pas une race qui ressemble à une autre. Ils ont aussi des cultures très diverses. Les intrigues des épisodes ne sont jamais les mêmes et on découvre toujours quelque chose de nouveau sur les personnages ou des informations supplémentaires sur l'enquête de la disparition de la Terre. Toi, le feu et la terre, l'eau et la poussière, héros malgré toi. Vois, la légende s'écrit, l'histoire se construit, l'avenir est notre aventure. Faut vivre la lumière, garder les éclairs, la magie entre tes mains. Suivre ton chemin et regarde ton futur. L'aventure, ta lumière brille dans les stars. Avec Wakfu, une série diffusée en 2008 que tout le monde connaît. Grâce à cette série, on a eu droit à l'univers des jeux vidéo Dofus, Wakfu et Waven qui ne cessent de grandir en popularité. 200 ans ont passé depuis le grand déluge qui a mis fin à l'âge des Dofus et transformé les continents de l'époque en archipels. Les eaux montent, la nature devient folle. Des choses se sont passées et d'autres se sont terminées. Mais le Wakfu, l'énergie primordiale créatrice du monde, est fortement perturbée par un être mystérieux. Sur une petite île au large de la nation d'Amakna se trouve un petit village perdu dans la forêt. Dans ce petit village démarrent les épopées d'un jeune garçon du nom de Hugo qui vient de découvrir ses pouvoirs, mais aussi ses origines. Il a été adopté tout petit par un adorable aubergiste, Alibert, un ex-chasseur de primes. L'enfant prend conscience de ses pouvoirs alors qu'il cuisinait. Il peut créer des portails de téléportation. À partir de cet instant, il apprend de la part de son père adoptif des révélations sur sa vraie famille qu'il gardait secret en l'attente de ce jour précis. Hugo part alors à l'aventure
aux quatre coins du monde avec ses nouveaux amis Tristepin, alias Pimpin le Yop, Évangéline Lacra, Amalia Losamodas et Ruel Lénutroph. Au cours de leur aventure, ils croiseront la route d'ennemis charismatiques, mais aussi d'alliés et amis précieux. Et on termine cette vidéo avec les Tortues Ninja de 2012. Tout le monde connaît l'histoire des Tortues Ninja, non? Après avoir été exposés à du mutagène extraterrestre, 4 jeunes tortues, Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo, sont adoptés par un humain mutant lui aussi, transformé en rat et surnommé Splinter. Ce dernier les élève comme ses propres enfants et leur enseigne les arts martiaux, le ninjutsu. Le jour de leurs 15 ans, les frères sont autorisés à sortir pour la première fois des égouts dans lesquels ils ont été élevés et avaient vécu toute leur enfance, et peuvent enfin déambuler dans les rues de New York. Ils y rencontrent notamment April O'Neil, une adolescente douée en informatique dont le père a été enlevé par les Krang, des extraterrestres semblables à des cerveaux à tentacules. Peu après, ils découvrent qu'ils ne sont pas les seuls ninjas à New York. En effet, la ville est le cadre des méfaits perpétrés par le clan des Foot, dont le passé est étroitement lié à celui de Splinter. Ces nouveaux ninjas sont menés par Shredder, l'ennemi juré de Splinter. Leur dispute est liée à une femme, Mioi, qui est morte lors de leur dernier combat à cause de Shredder. Shredder a aussi kidnappé la fille de Splinter, lui faisant croire que celle-ci était morte dans l'incendie et l'a donc élevée comme sa propre fille pendant des années. J'aime beaucoup cette nouvelle version, bien que l'histoire reste la même. La personnalité des tortues est plus approfondie et on peut mieux les différencier que dans la série de 1987. Ils avaient exactement le même visage, c'était juste la couleur du bandeau qui changeait et les armes, alors que dans la version 2012, on peut mieux les différencier selon leur visage et leur caractère aussi. Sinon, quelle tortue ninja est votre préférée? Pour moi, c'est Leonardo, parce que c'est la tortue qui a le bandeau bleu, qui est ma couleur préférée, mais aussi parce que il a ce côté leader et responsable. Donatello est plus geek et intellect, c'est celui qui fait des inventions et qui est plus stratège. Michelangelo, c'est plus celui qui fait le pitre et qui sort des blagues, même quand c'est pas le moment. Et Raphaël, c'est plutôt la brute qui a un sale caractère et qui est plus solitaire. Du coup, dis-moi ton préféré en commentaire. Et dis-moi aussi quel dessin animé a marqué ton enfance. Pour moi, la vidéo est terminée. Alors, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à dans une prochaine vidéo. Bisous!